Madame, Monsieur, pour ce Zoom très exceptionnel, je suis heureux d'accueillir une personnalité importante, Son Altesse Royale, Monseigneur le Comte de Paris, Henri d'Orléans, chef de la Maison de France. Monseigneur, bonjour, merci de nous avoir rejoints à TV Liberté. Monseigneur, vous avez publié à l'automne cet ouvrage que j'ai entre les mains intitulé « La royauté de l'homme » et vous faites le porteur d'une vision particulièrement sombre. Vous dites par exemple « Tel est notre pays, tel est notre monde, une sinistre comédie où l'être humain n'est plus qu'un pion d'un jeu de Monopoly planétaire. » Et vous ajoutez même « La France s'asphyxie dans un marécage ». Quelle est la définition pour vous de ce marécage? Bien écoutez, je pense que les Français doivent s'y reconnaître, parce que depuis 5 ans, même un peu plus, les impôts ont augmenté, le travail est devenu du chômage, et partout en France, il y a des gens qui se suicident. Les paysans, les EDF, la Poste, tout ça, il y a des suicides partout. On ne peut comprendre ces suicides que si on se penche un petit peu. Or, moi, j'adore la France, j'adore les Français. J'ai travaillé avec eux aussi bien sur un plan intellectuel, mais même manuel, parce que je suis aussi un manuel. Eh bien, croyez-moi, j'en ai vu pleurer en disant, mais quand est-ce qu'on aura la liberté de travailler? Ce marécage, c'est l'absence de liberté. Les normes européennes, les impôts, le travail qui diminue, tout ça, ça forme une masse de contraintes insupportables pour les Français. Parmi les mots qui submergent le pays et que vous évoquez, vous n'hésitez pas à faire le constat d'une nation dont vous dites qu'elle est confrontée à une profonde crise d'identité, et en cela, eh bien, vous tenez le même discours, ou ils tiennent le même discours que vous d'ailleurs, que des gens comme Philippe de Villiers ou comme Éric Zemmour. Vous pensez que cette question de l'identité est primordiale aujourd'hui? Je pense qu'elle est essentielle, je ne dirais pas primordiale, mais en tout cas essentielle, parce que, comme j'ai lu dans des contes anciens des Amérindiens, ils disaient que nos racines sont notre identité. Et si on perd nos racines, on est comme une plante et on meurt. Eh bien, je pense que l'identité de la France est quelque chose qu'il faut retrouver, parce qu'on nous a mis par terre avec cette volonté de changer notre identité, de la modifier, d'abord spirituellement. Maintenant, ces jours-ci, le CSA vient de dire qu'il ne veut plus d'afro-français dans les clips de tous les candidats. Mais où va-t-on? Notre identité, moi, le drapeau français, mon frère en est mort en Algérie. Moi-même, j'ai servi pendant 11 ans dans l'armée. Et mon identité, l'identité de la France, c'est le drapeau français. À cette question de l'identité, vous ajoutez aussi une autre notion, c'est celle de la souveraineté, et vous dites que la souveraineté de notre pays est cédée à des pouvoirs mondialisés. Êtes-vous de ceux, finalement, qui prônent pour la France la sortie de la zone euro, voire l'engagement d'un Frexit? Écoutez, moi, ce que je constate, et j'ai pourtant travaillé dans la banque, mais c'était à une époque juste après-guerre, disons, avant que le général de Gaulle n'arrive, presque. À cette époque-là, la banque faisait son travail. C'est-à-dire qu'elle prêtait de l'argent, c'était les banques de dépôt, et les banques d'affaires, elles faisaient fructifier l'argent. Donc c'était deux choses différentes, bien distinctes l'une de l'autre. Maintenant, on a amalgamé tout ça, et ce sont des monstres qui vous pompent l'argent
et l'argent ne circule plus, sauf dans les sphères supérieures. Là-dessus, je rejoins pas mal de gens qui sont, de mon avis, sur ce schéma. Mais si vous voulez, je pense que l'Europe nous a complètement coupé des réalités de notre souveraineté, qui sont battre monnaie, la défense et l'éducation aussi. Ce qui fait qu'on reçoit des normes européennes qui sont complètement aberrantes. Et nous sommes coincés, on nous met dans des cages, on nous enlève nos libertés. Et le pays est en train de mourir. Alors, revoyons les choses, revoyons l'Europe. L'Europe des nations était quelque chose de très intelligent. L'Europe des multinationales, ce n'est pas du tout intelligent, c'est mortifère. Alors, pour moi, je pense qu'il faut revoir le problème de l'Europe. Il faut repenser les traités, les revoir, les revisiter et nettoyer tout ce qui est inutile pour qu'on ait une souveraineté, qu'on puisse faire ce que l'on veut à l'intérieur de nous. Quitte à faire des grands projets ensemble. J'ai écrit ça il y a une vingtaine d'années déjà. Vous dites aussi bien sûr que sur des questions d'économique, que la France, elle peut se relever, mais que la priorité dans ce cas-là, c'est de remettre, et vous l'avez dit, le pays au travail. Quelles sont les mesures économiques que vous considérez comme là aussi prioritaires ou essentielles? Vous savez, je ne suis pas un économiste, je suis plutôt un artiste. Mais je pense qu'en politique, il faut avoir du bon sens. Or, le bon sens, on le trouve chez la ménagère, qui sait faire ses comptes, qui sait ne pas dépenser plus qu'elle n'a d'argent. Déjà, là, je vous donne une piste. C'est-à-dire, il faut arrêter de dépenser plus qu'on ne peut sortir du travail de la France. Mais le travail de la France, il faut le libérer. Il faut libérer ce travail. Alors, bon, chacun a sa méthode pour libérer le travail. Je ne vais pas rentrer dans ces schémas, parce que je crois qu'il faut quelqu'un qui ait une autorité suffisante pour remettre la France au travail. Sinon, nous allons vraiment à la catastrophe. Ensuite, il faut que l'on se dégage d'une Europe dont les normes sont complètement folles et aberrantes. Et enfin, il faut que l'Europe soit d'une Europe vraiment des nations, et dans les grands projets, comme Airbus, comme la recherche spatiale, la recherche scientifique, etc., il faut une coopération européenne. Parce que là, on peut tous aller de l'avant. Ce sont des choix politiques qui aillent dans le sens d'une construction et non pas d'une destruction de l'emploi, de la machine industrielle qui fait la force de l'Europe et de la France. Monseigneur, au détour d'une page, vous affirmez que le remède pour la France, il est spirituel. Et en écho, d'ailleurs, vous dénoncez l'idéologie rampante et sectaire qui tente d'étouffer, vous le dites, nos racines chrétiennes. Pensez-vous réellement, aujourd'hui, on est en 2017, que les Français sont capables d'entendre ce message? Je crois qu'ils sont beaucoup plus capables d'entendre ce message qu'un message économique dont ils ne comprennent rien. Moi-même, je l'ai dit tout récemment, qu'une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits dans toutes les propositions qu'on nous fait actuellement sur un plan économique. En revanche, sur un plan spirituel, nous avons une civilisation qui date d'il y a 2000 ans. Et depuis ce temps, la France a reçu de la Grèce, de Rome,
et du Christ également, des enseignements, une civilisation, une façon de penser, une façon de comprendre le monde, eh bien, on ne peut pas du jour au lendemain, et on ne veut pas, surtout, que d'autres viennent nous imposer une autre façon de voir. Nous pouvons avoir des contacts intéressants avec eux. Moi, j'ai toujours préconisé le dialogue plutôt que la guerre. Mais il faut savoir imposer notre volonté. Notre volonté de ne pas détruire notre civilisation, qui est une civilisation chrétienne, n'en déplaise à beaucoup. Tous les saints du calendrier, on ne va pas revenir quand même au moment de la terreur où les mois ont changé, les saints ont disparu, on n'est plus en ventose, en fructivore ou en d'autres choses complètement aberrantes. Non, nous sommes en France, un pays chrétien avec sa diversité, et nous accueillons tous ceux qui acceptent nos lois, nos façons de voir, nos façons de penser, notre civilisation. S'ils ne veulent pas, eh bien, on ne les retient pas. Henri d'Orléans, je vais m'éloigner peut-être un peu du message qui est dans ce livre pour m'intéresser peut-être plus à vous et à votre personnalité importante, bien sûr. Vous dites, dans le livre d'ailleurs, vous efforcez de répondre à la question, quelle est la place de la France dans le chaos actuel? Et en fait, moi, je suis assez enclin à vous poser plus simplement la question, quelle est votre place, à vous, Henri d'Orléans, en France, dans le chaos actuel? Elle n'a pas changé depuis des siècles, si je peux dire, car le chef de la Maison de France a toujours été quelqu'un qui était là pour indiquer une voie la plus française possible dans un contexte international. Tout change, c'est vrai, et heureusement. Parce que si on ne change pas, on se sclérose et on meurt. La France a beaucoup changé, donc il faut que le chef de la Maison de France soit de cette époque, et même de l'époque qui va venir. C'est-à-dire s'intéresser aux sciences, s'intéresser à toutes ces découvertes qui sont en train de pousser les gens à aller plus loin, à rechercher. Mais c'est aussi être un médiateur pour essayer de calmer le jeu quand il y a des affrontements entre la pensée des uns et la volonté des autres. Tout ça, si vous voulez, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup de connaissances, un travail approfondi sur les idées, sur les hommes, et donc les hommes, les Français, les Françaises. Ça fait 40 ans que je voyage avec mon épouse, même 45, et nous allons à la rencontre des Français. Nous allons dans les usines, nous allons chez les agriculteurs, nous allons chez les artisans, nous allons visiter des grands groupes. J'ai visité Peugeot avec elle. Et nous sommes reçus par les syndicats, nous sommes reçus par les patrons. Puis après, on les met ensemble et puis on parle ensemble. Tout ça, c'est un travail passionnant.
Marin de Viry, qui était mon invité il y a quelques jours à votre place, et qui est un écrivain de sa génération, a publié un petit essai intitulé « Un roi immédiatement ». Je pense que ce titre ne vous offusquera pas, mais pour lui, le roi incarne l'harmonie de la société. Le but de l'ouvrage, lui, est de relever le désir. Il dit en fait que c'est de relever le désir inconscient de monarchie de la France. Et sur l'urgence, lui, pense-t-il, de réaliser ce retour de la monarchie ou sa restauration. Est-ce que vous êtes, vous, enclin aussi à penser, en dehors d'une vue de l'esprit, qu'il y a un vrai désir inconscient de monarchie en France? Je dirais que il y a ce désir, quand je vois, quand la reine d'Angleterre vient en France, quand le prince Charles ou son fils débarque en France, quand le roi d'Espagne est venu, eh bien les Français sont là, anxieux, ils veulent les voir, ils veulent les toucher. Bon, mais il n'y a pas que ça. Je crois que par-delà le glamour, si vous voulez, des monarchies, il y a quelque chose de très important, c'est l'unité du pays. Les Français en ont assez, je crois, j'allais dire, ils en avaient marre, ils en ont assez vraiment de ces luttes qui ne riment à rien. Parce qu'on sait que par derrière, les lutteurs vont s'organiser en eux. Toi, tu me laisses gagner ce coup-ci, je te laisse gagner l'autre coup. Non. La vraie démocratie est une démocratie qui doit avoir une tête. Sans tête, eh bien, c'est l'histoire de la femme sans tête. Et je réponds à votre question. Je pense que les Français, non pas dans les villes, mais dans les campagnes, dans les usines, beaucoup plus au Parti communiste qu'ailleurs, souvent, l'idée de royauté ne leur déplaît pas. Plus au Parti communiste qu'ailleurs. Oui. Est-ce que... C'est curieux ce que je dis, mais certes. Ils sont formatés comme ça. Est-ce que, je reformule ma question différemment, mais finalement on va aboutir à la même question que je posais à l'instant, on voit bien quand même qu'on est face à une Ve République qu'on va dire finissante, d'autres diraient d'ailleurs même agonisante, oui. Et est-ce que ce n'est pas le moment où la monarchie peut apparaître comme une idée neuve ? Et si elle est une idée neuve, est-ce qu'elle est susceptible d'affronter mieux que les autres l'avenir ? Parce que, après tout, c'est aussi une autre question. Je pense que la monarchie peut être une idée neuve. Encore faut-il que cette idée soit non seulement comprise, mais acceptée par les Français. Or, je constate qu'actuellement, dans le désarroi actuel, il n'y a pas une compréhension de cela. Quand on parle comme ça, quand je parle avec des ouvriers, quand je parle avec des gens simples, ils comprennent. Ils comprennent l'idée, ils comprennent peut-être la nécessité, mais ils ne franchiront pas encore le pas. Est-ce que pour franchir le pas, il ne faudrait pas non plus que vous jouiez, pardonnez-moi cette question un peu triviale, mais votre rôle de prétendant au trône de France? Or, vous dites, dans Céline, toujours, je suis toujours considéré comme un humaniste, pas comme un homme politique. Bon, cela vous éloigne de la fonction politique. Vous dites à plus loin, ou dans d'autres entretiens, je ne suis pas un monarque, mais un homme qui cultive la terre. Bon, un artiste, certes, mais est-ce qu'à force de se présenter comme un artiste, on ne s'éloigne pas de l'idée que l'on peut prétendre à être roi? C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre et tous les autres avant, où j'explique
ce que serait le rôle du roi. Nous sommes dans une totale mutation actuelle, beaucoup plus forte qu'il y a 20 ans ou 40 ans. Les belles années de Pompidou, c'est fini. Maintenant, nous sommes dans la lutte pour la survie. Là, c'est vrai que il faut beaucoup d'argent pour gouverner. Je dirais que l'argent vient de ceux qui ne veulent pas qu'on gouverne. Donc vous avez une dichotomie entre la nécessité de l'argent et ceux qui ont l'argent qui veulent mettre la main sur le politique. Moi, je ne veux pas de ça. Je préfère gouverner sans argent et essayer de mettre les choses en place, si faire se peut, avec des Français de bonne volonté. Est-ce que, et c'est encore une autre question, mais difficile, est-ce que aussi on peut envisager, en dehors d'une réflexion intellectuelle satisfaisante, est-ce qu'on peut envisager en France le retour d'un roi dès lors que vous n'êtes pas capable, susceptible de faire taire les querelles dynastiques entre la maison d'Orléans, maison de France, ou la branche des Bourbons? Bien, écoutez, à l'intérieur de la branche des Orléans, le problème me semble résolu. Il y a un chef, je suis le chef, et pour l'instant, j'ai la capacité de réunir tout le monde et de faire en sorte que cette famille soit unie. Avec les Bourbons, je n'ai aucun problème avec les Bourbons-Parme, avec les Bourbons-Sicile. Bon, j'ai plus de problème avec le jeune Bourbon d'Espagne, qui d'ailleurs a perdu tous ses titres grâce au roi d'Espagne, et qui actuellement vit plutôt au Venezuela qu'en France. Vous êtes en France. Moi, je suis en France. Vous n'avez pas toujours été en France, la famille. Ouais, nous avons été en exil, certes. Moi, je suis rentré à l'âge de 15 ans en France, grâce au président Vincent Auriol, mais avec un impératif, c'était de ne pas dépasser la Loire. Je ne devais pas aller au nord de la Loire. J'habitais donc Bordeaux, le sud de la France. Est-ce que vous, de cet exil que vous avez vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, avec votre père, le comte de Paris, est-ce que vous en gardez un ressentiment? Vous êtes né finalement dans la commune de Bruxelles, à côté... Non, parce que j'ai beaucoup appris à l'étranger. J'ai appris plusieurs langues. Je parle quand même couramment le portugais, l'espagnol et l'anglais. Néanmoins, vous vous êtes toujours battu ensuite, comme votre père, pour montrer votre attachement à la France, lui par la volonté de se battre pendant la Seconde Guerre mondiale avec la France, bien évidemment, aux côtés des Français, et vous, par une carrière militaire aussi que vous avez fait, et qui est une carrière qui reste une carrière importante. Est-ce que c'était l'idée d'ancrer votre nom dans la France, là où vous pouvez la servir? Oui, c'était... Bon, j'ai quand même fait 11-12 ans d'armée, et j'en ai gardé de très très bons souvenirs. L'ennui, c'est que on m'a fait rentrer par la mauvaise porte. J'aurais dû, en m'engageant dans l'armée, faire plutôt Saint-Cyr que m'engager comme simple soldat. Ce qui fait que j'ai perdu du temps. Et quand je me suis fait activer, j'ai calculé que je n'aurais fini ma carrière que comme commandant. Or, j'avais d'autres visions, si vous voulez, pour servir mon pays.
Alors, il y a la grande et la petite histoire. La grande histoire, ça reste un moment aussi important qui avait été évoqué par Monsieur votre père, le comte de Paris, dans ses mémoires, qui est sa relation avec le chef de l'État, le général de Gaulle. Et il y avait une partie du milieu mondain qui préjugeait que de Gaulle serait susceptible d'agir pour un retour de la royauté et bien évidemment la restauration de la monarchie à travers votre père, le comte de Paris. Et là, vous dites, vous, que vous saviez que ce n'était qu'une illusion. En fait, vous n'y avez jamais cru. Non, je n'y ai jamais cru pour plusieurs raisons. La première, c'est que très vite, j'ai senti que le général de Gaulle avait quelques réticences, ou plutôt son entourage avait des réticences au fait que mon père puisse un jour devenir roi. Deuxièmement, le général de Gaulle m'avait fait des promesses de carrière, et lorsqu'il y a eu le référendum sur l'Algérie, c'était en 62, si mes souvenirs sont bons, j'étais à la Défense nationale, au secrétariat général de la Défense nationale, et à ce moment-là, après les accords d'Évian, eh bien, j'ai été muté. Donc il n'était plus question de carrière comme il m'avait dit, donc j'ai continué ma carrière un peu dans l'armée, et j'ai prévenu mon père. J'ai dit, il n'a pas tenu ses promesses me concernant, il ne va pas tenir ses promesses vous concernant. J'ai été renvoyé à mes oignons. Et vous aviez raison. Allez, pour la petite histoire cette fois-ci, parce que l'histoire, c'est finalement aussi la grande histoire, c'est des petites histoires. Et là, vous dites que vous n'êtes pas un monarque qui cultive, vous n'êtes pas un monarque, vous cultivez la terre, mais pourtant, vous avez fait une carrière militaire, je l'ai dit, mais aussi une carrière civile, vous l'avez évoqué rapidement, en travaillant à la banque, et plus précisément d'ailleurs au Crédit Lyonnais. Et là, est-ce qu'il est vrai, parce que, bon, on a du mal à le croire, mais enfin, pourquoi pas, que vous avez entretenu d'excellentes relations avec votre collègue du Crédit Lyonnais, qui s'appelait Arlette Laguiller. En effet. Parce que je suis rentré à la banque en avril 68, avant mai 68. Et le piquet de grève était tenu par Arlette Laguiller. Et donc, elle laissait rentrer tous les postes importants. Moi, j'avais un petit poste important et elle n'a pas voulu me laisser passer. J'ai dit, mais Arlette, j'ai quand même du travail. Non, non, je ne peux pas faire d'exception pour vous. Bon, ça a commencé comme ça, puis on s'est revus après à la télévision, on est passés ensemble dans une émission avec Guillaume Durand en 80... C'était en 87 ou 89. 89. Oui. Est-ce que votre famille, qui a toujours pour préoccupation d'être utile à la France, est-ce que cette utilité aujourd'hui, elle passe par le soutien à un parti politique, à une personne qui pourrait incarner le renouveau, le redressement? Concrètement, nous sommes à quelques jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que votre engagement à travers un candidat vous paraît intéressant ou absolument incongru? Eh bien, écoutez, je pense que ce serait incongru, totalement incongru, que je choisisse X, Y ou Z. En revanche, je peux dire que mon choix sera vers celui qui redressera la France. Est-ce que vous allez voter, Monseigneur, déjà? Je ne vote que pour le président de la République. Sinon, vous ne votez pas du tout? Non, je n'ai pas à soutenir tel ou tel parti. Mais pour les municipales, un maire, oui.
Et un journal auquel vous avez donné un entretien important, qui est un journal qui a toujours été à côté, des fois contre, mais souvent à côté, et en soutien de la famille d'Orléans, c'est l'Action française. Et vous avez donné en août dernier un entretien important, considéré comme tel. Et aujourd'hui, l'Action française, elle, se prononce en faveur de candidats, puisque à la une de ce journal, de ce magazine, on peut lire que le soutien est apporté à l'un des 4 candidats sur 11, soit donc M. Asselineau, soit Mme Le Pen, soit M. Dupont-Aignan, soit M. Mélenchon. Est-ce que donc dans celui qui doit redresser la France figurent ces 4 noms-là, y compris le néo-communiste Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, je ne sais pas, ou je n'ai pas à dire celui que je préfère, mais je sais que l'Action française est totalement libre de lien avec moi sur ce plan-là et sur beaucoup d'autres plans. Je n'ai jamais soutenu ni l'Action française, ni le journal de M. Renouvin, ni d'autres journaux royalistes. En revanche, je les lis, comme je peux lire l'Humanité, le Canard enchaîné, le Figaro, voilà. Et je pense que sur ce plan-là, c'est leur choix. Mais quand ils en ont 4, c'est comme jouer au poker. C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire, c'est que le meilleur gagne. Mais ça ne veut rien dire. Ou bien on donne un choix, ou alors on n'en donne pas du tout. Et vous préférez ne pas en donner? Je n'ai pas à en donner. C'est pas que je préfère, je n'ai pas à en donner. Je me veux au-dessus des partis, je me veux à l'écoute de tout le monde. Et quand on est à l'écoute de tout le monde, on est vraiment à cette écoute. J'ai été reçu aussi bien par le père Le Pen à un moment, ensuite j'ai connu M. Marchais, j'ai connu dans le temps aussi M. Duclos, c'est une vieille baderne, ça. Et puis j'ai fait le tour de tous les chefs de parti. Je les ai connus, j'ai pas travaillé, j'ai parlé avec eux, j'ai eu une longue conversation avec M. Delors dans le temps. Non, je veux être indépendant, c'est-à-dire connaître tout le monde, et ensuite savoir à qui j'ai affaire et comment je dois prendre mes choix qui soient justes pour la France, dans la justesse. Parce que ce n'est pas en fonction des idéologies. Je ne suis pas un idéologue. Je suis quelqu'un qui aime les faits, la réalité et appeler les choses par leur nom. Voilà. Monseigneur Henri d'Orléans, merci beaucoup. Henri, comte de Paris, la royauté de l'homme. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir pu dire le fond de ma pensée.